Au mariage de ma fille sur la plage, alors que le soleil s'enfonçait dans les vagues au large du Cap Cod, son nouveau mari se pencha vers moi et dit, avec un sourire narquois. 50 000 $ pour le luxe de faire partie de cette célébration. Sinon, vous disparaissez de nos vies pour toujours. Je clignai des yeux, tentant d'assimiler la cruauté de sa voix. Avant que je ne puisse répondre, ma fille, ma Rachel, ajouta en sirotant son champagne, le regard distrait. Ou alors, tu sais, profite de la paix et du calme d'une maison de retraite. À toi de choisir, maman. Ils se tenaient là, devant moi, telles deux figurines de porcelaine polie, glamour, confiants, inébranlables dans leur sentiment d'être au-dessus de tout. Je souris, levai mon verre et murmurai. Vous avez oublié une chose ? L'air autour de nous sembla se figer un instant. Une bourrasque souleva le bord de mon châle, et le bruit des vagues déferlant derrière nous remplit le silence qui suivit. Leurs visages pâlirent, pas de manière dramatique, pas instantanément, mais juste assez pour que je distingue une lueur de doute, un bord de peur. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas argumenté. Mais quelque chose dans mon ton, dans la certitude de mes paroles, avait fait mouche. Et il savait ? Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais planifié ce moment depuis des mois. Je n'étais pas venue au mariage sans préparation. Je n'étais pas venue simplement pour être humiliée. Non. J'étais venue en sachant exactement qui ils étaient devenus et ce qu'ils pensaient que j'étais. Ils croyaient que j'étais faible, seule, facile à écarter. Ils avaient oublié que j'avais construit ma vie à partir de rien une première fois et que je pouvais détruire la leur sans jamais élever la voix. Vous avez oublié une chose, répétai-je doucement, le vent emportant mes mots vers la mer. Puis je m'excusai pour aller, me repoudrer le nez, les laissant debout là. Parce que la tempête qu'il avait invoquée avait déjà commencé. J'avais 28 ans la nuit où j'ai quitté mon ancienne vie. Il pleuvait fort à Boston, une pluie de celle qui vous trempe en quelques secondes. Les vitres de notre appartement exigu tremblaient à chaque rafale, mais à l'intérieur, c'était le silence qui me glaçait le plus. Mon mari, Tom, s'était affalé sur le canapé, ronflant bruyamment, sa rage momentanément épuisée. Ma joue était de nouveau enflée. Et dans le couloir, ma fille de 4 ans se tenait pieds nus, en pyjama, serrant contre elle un vieux lapin en peluche. Son visage était strié de larmes. Ce regard dans ses yeux grands, résignés, trop sage pour son âge, c'est cela qui fit basculer les choses. Pas les ecchymoses. Pas les cris. Mais ses yeux. Et le fait qu'elle ne pleurait plus. Elle avait déjà appris que le silence était plus sûr. À cet instant, tout changea. J'agis vite, comme dans un rêve. J'attrapai un vieux sac de sport et y fourrai ce que je pus, les vêtements préférés de Rachel, quelques encas, nos passeports, et un exemplaire de Orgueil et Préjugés que j'avais creusé des semaines plus tôt. À l'intérieur, 237 $ en liquide, économisés en cachette, glissés dans des astuces d'épicerie et des pourboires. Quand je soulevai Rachel dans mes bras, elle s'agrippa à moi instinctivement. On part à l'aventure, maman, murmura T.L. Oui, ma chérie, répondis-je en tentant de garder ma voix stable. La plus grande aventure de toutes. Nous disparûmes dans la nuit pluvieuse, montant dans un bus pour Dorchester, où une amie de lycée m'avait promis un canapé pour quelques nuits. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez. 2 semaines plus tard, je trouvai un minuscule appartement, une seule pièce avec une salle de bain à peine assez grande pour s'y tenir debout. Ça sentait le chou et la cigarette. Le papier peint se décollait, le radiateur grinçait, mais là, personne ne me frappait. Personne ne criait. Et Rachel dormait d'une traite. Je trouvai du travail dans un dîner, servant les petits déjeuners de 6h à 14h, puis j'enfilai une jupe et un chemisier d'occasion pour répondre au téléphone d'un cabinet dentaire de 15h à 21h. J'étais toujours épuisée, mais Rachel était en sécurité. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. C'était ça, le véritable début de notre histoire. Pas le mariage. Pas la boutique. Mais cette nuit pluvieuse où j'ai choisi ma fille et moi-même plutôt que la peur. Rachel entra à l'université de Boston avec une bourse partielle. Je me souviens encore du jour où la lettre d'acceptation arriva. Elle dansait dans notre minuscule cuisine, brandissant l'enveloppe comme un billet d'or. J'ai été prise, maman. J'ai vraiment été prise. Son visage rayonnait de joie, de fierté, de cet avenir que j'avais toujours rêvé pour elle. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, je pleurais. Des larmes de bonheur, oui, mais aussi de crainte, car les frais de scolarité restaient énormes. Ce que la bourse ne couvrait pas, je devrais le trouver. Le matin venu, j'avais un plan. Je pris des heures supplémentaires au dîner, acceptai des ménages le soir dans des bureaux de Back Bay. Les week-ends, je travaillais dans l'entrepôt d'un grand magasin. J'ai continué, parce que c'est ce que font les mères. Et Rachel s'épanouissait.
Elle étudiait dur, se faisait des amis, commençait même à adopter un style professionnel, vestes élégantes, talons raffinés. Quand elle rentrait, elle me parlait de ses cours de marketing, de ses projets de groupe, de ses rêves de lancer quelque chose de grand, une marque, une boutique, quelque chose d'élégant et moderne. Elle en parlait avec des étoiles dans les yeux. Après son diplôme, l'appel survint presque à minuit. J'étais rentrée d'un double service et allais m'effondrer sur mon lit. Maman, dit-elle d'une voix tremblante, je crois que j'ai trouvé. Une vitrine, petite mais pleine de caractère, mur en briques apparentes, parquet d'origine, grande fenêtre. C'est parfait. Je la vois déjà. Les présentations, les collections, l'atmosphère. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un financement de départ. Combien, demandai-je. Elle hésita. 97 000. Ce chiffre me coupa le souffle. C'était plus que mes économies. Mais je pensais alors à la seule chose que j'avais protégée toutes ces années, mon fonds de retraite. Modeste mais constant. Chaque mois, un petit peu mis de côté pour un jour, qui n'arrivait jamais. Le lendemain, je rencontrai Sarah Miller, mon amie de lycée, aujourd'hui parajuriste dans un grand cabinet de Boston. Il y a des années, elle avait dormi sur mon canapé quand son mariage s'était effondré. Aujourd'hui, elle m'attendait dans un bureau du centre-ville, examinant les papiers pour liquider mon avenir. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle. « Je suis sûre. » Mais Sarah n'en resta pas là. Elle ajouta quelque chose. « Des papiers de partenariat. Tu garderas 51% de la propriété, dit-elle fermement. Rachel sera le visage, mais tu seras protégé. » Rachel signa les papiers sans les lire. Trop occupée à rêver. 3 mois plus tard, Rachel Esclosay ouvrit ses portes avec des plateaux de fromage, des coupes en plastique de vin pétillant, et une pile d'invitations manuscrites. Je restai en retrait, la regardant briller. La boutique était splendide. Elle rayonnait, et j'étais heureuse d'être son associée silencieuse, car c'était ça, le rêve. Le nôtre. Un jour, tout bascula. Une fille de la fac, Elise je crois, passa à la boutique. C'était l'une de ces influenceuses lifestyle montantes. Elle essaya une robe fourreau bleu cobalt et posta une photo sur Instagram avec une légende flatteuse. Le lendemain matin, une file d'attente se formait devant la boutique. L'après-midi même, Rachel avait tout vendu. Soudain, Rachel Esclosay était sur la carte. Des magazines locaux en parlèrent. D'autres influenceurs passèrent. Les clientes venaient de toute la ville. En 6 mois, Rachel lorgnait sur le local vacant d'à côté. Je regardais tout cela, le cœur gonflé de joie. Je ne venais qu'après la fermeture. C'était mon choix. Je savais que je n'appartenais pas à ce nouveau monde élégant, aux étagères étincelantes, aux décors minimalistes, aux clientes sophistiquées en talons de créateur. J'arrivais tard, vêtue des mêmes vieux pulls et baskets que je portais depuis des années, veillant toujours à ne rien déranger. « Maman, tu devrais venir dans la journée, un de ces jours, » me disait Rachel d'un ton détaché. « C'est ton monde, pas le mien, » répondais-je en souriant. Je suis juste heureuse de le voir grandir. Mais un soir, j'arrivai plus tôt que prévu, tenant un sac en papier avec des plats à emporter pour la surprendre. Elle se trouvait au comptoir, bavardant avec une cliente. Je restai silencieuse près des portants, écoutant. « Tu as créé quelque chose d'incroyable, » dit la femme. « Comment as-tu réussi ça juste après l'université ? » Rachel sourit, confiante, rayonnante. « Je l'ai bâti à partir de rien, » répondit-elle.
Juste du travail acharné et une vision claire. Personne ne m'a rien donné. Sa voix était légère. Ses mots, des couteaux. Je l'ai bâti à partir de rien. Personne ne m'a rien donné. Je me retournai et sortis sans un mot, le sac de nourriture toujours serré dans ma main. Dehors, je m'appuyai contre le mur de briques, tentant de calmer ma respiration. C'est cette nuit-là que je compris que j'avais disparu de son histoire. Pas seulement en silence, pas par accident. J'avais été effacée. Je n'étais plus partie du récit. J'étais devenue l'ombre derrière la lumière. Quelques mois après cette nuit, Rachel rencontra David Rerington. Elle me le présenta brièvement lors d'un gala de la Chambre de commerce, où elle était honorée parmi les meilleurs entrepreneurs de Boston de moins de 30 ans. Je l'accompagnai ma première incursion dans son monde en public vêtue d'une robe bleu marine trouvée en solde et coiffée au salon pour la première fois depuis des années. David était élégant, riche, sûr de lui, le genre d'homme qui prononce votre nom une seule fois et ne l'oublie jamais. Je vis aussitôt qu'il aimait le pouvoir. Et Rachel, dans ses talons raffinés et son succès de boutique, paraissait un parfait reflet du monde dont il venait. En quelques semaines, ils devinrent inséparables. Les dîners étaient annulés. Les appels restaient sans réponse. Elle fut happée par son univers, fête sur les toits, dégustation de vin, vacances dans les Hamptons. Quand nous parlions, le nom de David revenait constamment. David pense que la boutique pourrait devenir mondiale. Les parents de David connaissent des investisseurs. David m'apprend comment se développent les vraies entreprises. Il parlait en mots à la mode, et elle les répétait comme une écriture sacrée. Puis, un jour, j'appris leur fiançailles, par Facebook. Une photo. Sa main posée sur la poitrine de David. Un diamant gros comme un grain de raisin scintillait au soleil. J'ai dit oui pour toujours. C'était la légende. Pas d'appel. Pas d'avertissement. Je l'appelais ce soir-là. Oh, maman, dit-elle, haletante d'excitation, j'allais te le dire. On était en train de fêter ça. N'est-ce pas incroyable? Incroyable n'était pas le mot que j'avais en tête. 2 jours plus tard, je reçus un message qui ne m'était pas destiné. Une capture d'écran, de David à Rachel. Ta mère ne peut pas s'asseoir avec ma famille au dîner. Mes parents seraient horrifiés. Mets-la à la table des prestataires. Je fixai l'écran, attendant sa réponse, attendant qu'elle prenne ma défense. Mais aucune réponse ne vint. Seulement un autre message, 7 minutes plus tard, pour moi. Maman, tu te rends compte que le fleuriste veut $1200 pour des branches d'eucalyptus. Ce mariage est tellement stressant. Cette nuit-là, je passai chez elle à l'improviste. Elle n'était pas là, mais son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. Et là, un onglet, FMA Management. Un document stratégique complet. Des puces détaillant comment me tenir à l'écart des moments clés, comment extraire un maximum de soutien financier tout en minimisant ma visibilité. Un commentaire de David. Après le mariage, ce sera plus facile de mettre de la distance. Je refermai l'ordinateur et restai immobile. Il ne faisait pas que m'oublier. Il planifiait de m'utiliser, et de me jeter.
C'est alors que j'appelai Sarah. J'ai besoin de toi, dis-je. Et j'ai besoin que tu ne poses pas encore de questions. Sarah n'hésita pas. Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans son bureau à domicile. Des blocs-notes, des dossiers, des meubles de café s'entassaient comme dans une salle de guerre. Si j'active ma majorité de parts, demandai-je, qu'est-ce que ça me permet concrètement de faire? Sarah me regarda droit dans les yeux. Cela signifie que tu peux lancer un audit complet, geler les comptes de l'entreprise, révoquer tout contrat non autorisé, et si nécessaire, reprendre le contrôle des opérations. J'acquiesçai. Mais je n'agirai que s'il me donne une raison, dis-je. Elle haussa un sourcil. Quel sera le déclencheur? Je ne répondis pas alors. Mais je savais. Et ce déclencheur arriva. Et ce déclencheur arriva, le jour du mariage de Rachel, sur cette plage du Cap Cod, sous les guirlandes de lumière féerique et le doux jazz s'échappant des enceintes louées. David se tourna vers moi, verre à la main, et dit avec un sourire trop poli pour être sincère. 50 000 $. Payez, ou disparaissez pour toujours. Et Rachel, dans sa robe blanche sur mesure, l'écho à la bouche, répondit avec une désinvolture plus tranchante que n'importe quel cri. Ou alors, profite de ta solitude dans une maison de retraite. C'était l'instant, celui qu'il n'avait jamais vu venir. Je levai lentement mon verre, savourant l'amertume du champagne, puis murmurai les mots que j'avais répétés dans ma tête des semaines durant. Vous avez oublié une chose? Leurs sourires vacillèrent. L'éclair de peur dans leurs yeux fut bref, mais suffisant. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai besoin de me repoudrer le nez, dis-je légèrement. Puis je m'éloignai, mes talons claquant sur la pierre, le cœur calme pour la première fois depuis des années. Pas par vengeance, mais parce que le moment était arrivé. Le signal était prêt. Et moi aussi. Je ne me rendis pas aux toilettes. Je traversai le couloir au sol de marbre, longeai la terrasse, et descendis le petit chemin de bois qui serpentait entre les dunes. Là, niché dans une alcôve face à l'océan, je m'assis sur un banc usé et sortis mon téléphone. Le soleil se couchait, dorant les vagues. J'écrivis une seule phrase. Sans castle time. Quelques instants plus tard, Sarah répondit. Compris. Le colis est en livraison. L'équipe juridique est en place. Tu vas bien? Je contemplai l'horizon un long moment, puis répondis. Je le serai. 7 minutes. C'est le temps que je restai sur ce banc. Juste assez pour lâcher la dernière étincelle d'espoir que ma fille choisirait l'amour plutôt que l'image, la vérité plutôt que la mise en scène. Puis je me levai, essuyai le sable de mes chaussures et repris la direction de la réception. Mais cette fois par un autre chemin, longeant la périphérie pour observer sans être vu. Le dénouement avait déjà commencé. La coordinatrice du mariage aborda d'abord les parents de David. Elle leur remit une enveloppe cachetée avec un calme professionnel. Ceci vous est adressé, monsieur et madame Rerington. La même scène se reproduisit aux tables voisines. Chaque enveloppe allait à un investisseur de Rachel S. Closet, embarqué à son insu sous la houlette de David.
À l'intérieur, un avis d'audit immédiat, une notification de gel des actifs, et une explication détaillée des irrégularités financières par l'équipe de Sarah. L'inquiétude se propagea vite. Le père de David réagit le premier. Son visage s'assombrit à la lecture. Il se leva brusquement, sa serviette tombant au sol, et traversa la salle d'un pas orageux. Les téléphones se mirent à vibrer. La boîte mail de l'entreprise, désormais sous mon contrôle, envoyait des messages automatiques à tous les fournisseurs, clients et membres du conseil. Objet, suspension immédiate des activités, en attente de révision légale. Je sortis de l'ombre, longeant le rassemblement. La voix de David était basse, pressée, disputant son père. Rachel restait figée, son champagne comme un bouclier, son visage blême sous le maquillage. Puis elle me vit. Maman, accourut elle, la panique montant. Que se passe-t-il? Tout le monde reçoit ces mails insensés sur la boutique. Pas insensés, répondis-je calmement. Exact. J'exerce mes droits de propriétaire majoritaire. David surgit à ses côtés, la mâchoire crispée, le vernis disparu de son visage. Qu'as-tu fait, siffla Théil. J'ai protégé mon investissement, rétorquai-je. Pensiez-vous que je ne remarquerais pas les investisseurs non autorisés? Les fonds disparus. Les yeux de Rachel papillonnèrent. On peut t'expliquer, maman, s'il te plaît. C'était juste temporaire. On allait rembourser, c'était pour financer le projet parallèle de David. Un projet immobilier qu'il n'avait pas le courage de proposer à ses propres parents, dis-je, alors il a détourné l'argent de la boutique. Le visage de David se vida de son sang. Au loin, son père parlait désormais furieusement à un couple tenant une autre enveloppe. Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes, lâcha David entre ses dents. Ma famille? Est-ce pour ça que ton père a l'air prêt à te renier, demandai-je, inclinant la tête vers l'homme. Je me demande ce qu'il pense du fait que tu utilises une boutique comme tirelire personnel. Rachel me regarda, les larmes emplissant ses yeux. Maman, chuchota T.L. Tu dois arranger ça, s'il te plaît, tout ce qu'on a construit. Je la coupai doucement. Tout ce que j'ai construit. Elle tendit les mains, désespérée. Je suis ta fille, ton unique enfant. Tu ne peux pas me faire ça? Je marquai une pause. L'instinct ancien de protéger, de pardonner, se réveilla une ultime fois. Mais je me souvenais du tableau Excel, de la table des prestataires, du silence après la trahison. Je l'ai déjà fait, répondis-je doucement. Tu m'as montré ce que je représentais pour toi. Je viens seulement de l'accepter. Le téléphone de David sonna. Celui de Rachel vibra encore. Email, avis juridique, répercussions. Ils sombrèrent dans la panique. Et moi, je tournai les talons. Je traversai le chaos, les murmures, la honte qui ne m'appartenait plus. Mes talons claquaient sur le bois, réguliers, sûrs. Ni colère, ni fracture. Juste, fini. Je quittai la réception sans un dernier regard. À la lisière de la propriété, j'ôtai mes talons et posai mes pieds nus sur le sable frais, laissant la brise marine m'envahir.
À chaque pas loin de ce désastre scintillant, je me sentais plus légère, plus libre. 3 miles plus loin sur la plage, Sarah m'attendait dans sa berline grise, moteur tournant doucement. Elle ne posa pas de questions. Elle sourit simplement et ouvrit la portière du passager. Nous roulâmes en silence, la côte s'effaçant dans le rétroviseur. Je n'avais pas besoin de me retourner. Je savais déjà ce que je laissais derrière moi. Pas seulement un mariage, pas seulement une trahison, mais toute une vie où je n'avais été nécessaire qu'en fonction de ce que je pouvais donner. Désormais, je choisissais autre chose. Dans une petite ville au nord de Boston, une nouvelle vitrine m'attendait. Modeste, intacte, à moi. J'allais ouvrir quelque chose de simple, construit non pas sur le sacrifice, mais sur la joie. Non pas pour la validation des autres, mais pour moi seul. Que Rachel garde ses projecteurs. Que David reconstruise son image. Je n'avais plus de revanche à accomplir, seulement une paix à préserver. Pour la première fois depuis des décennies, je n'étais pas la mère de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un, le compte épargne de quelqu'un. J'étais simplement moi. Et cela, enfin, suffisait.